Cette émission a été réalisée par les élèves de 4e du collège Croix-Meunier dans le cadre d'un atelier scolaire. Conçue et animée par Sandra Tillier de Radio Aléo. Le harcèlement scolaire est un fléau à l'école. Quelles sont les raisons qui poussent les harceleurs à agir ainsi ? Pour tenter de répondre à cette question, nous recevons Élodie Poncin, psychologue clinicienne qui exerce en Saône-et-Loire. Bonjour Élodie. Bonjour. Quand vous étiez jeune, vous aimiez aider les autres et résoudre les conflits. À cette époque, comment réagissiez-vous face aux situations de harcèlement scolaire ? Je pense que j'étais comme tous les ados. Mon but dans la vie, c'était d'avoir des amis et de pas être toute seule, parce que quand on est ado, on cherche tous à être dans un groupe. Ma technique, c'était d'être plutôt avec des leaders, quand même, et de faire la médiatrice avec ceux qui étaient plutôt mis de côté, parce que moi, ce que je supportais pas, c'était l'injustice. Donc, en primaire, on avait les commandantes, chez nous les filles, je sais pas si vous avez connu, vous, c'était celles qui dirigeaient tout. Donc, j'étais amie avec les commandantes pour essayer de faire en sorte qu'elles acceptent toujours celles qui étaient sur le côté. Et puis, au collège, c'est devenu un peu plus dur, parce qu'il y en avait des leaders qui étaient un peu plus durs. Il y en avait une en particulier, en 4e d'ailleurs, qui était particulièrement difficile. Donc, c'était très compliqué de dire des choses parce qu'elle était très très violente, elle allait très très loin dans ce qu'elle disait. Mais nous, on a trouvé une technique avec mes amis, c'était on se réunissait ensemble et on essayait de trouver un peu des solutions pour se protéger d'elle et pour essayer de protéger un peu les autres qui étaient en difficulté. Aujourd'hui, en tant que psychologue, vous recevez des personnes qui se sentent mal dans leur vie. Pouvez-vous nous expliquer les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à devenir harceleur ? En fait, ce qu'on va retrouver chez les harceleurs et les personnes qui sont cibles de harcèlement, c'est cette vulnérabilité. Il y a déjà aussi beaucoup de harceleurs qui ont vécu eux-mêmes du harcèlement. Quand je parle de vulnérabilité, ça veut dire qu'ils vont avoir une estime d'eux qui est en fait pas si forte que ça. Même s'ils se prétendent hyper forts, qu'ils se montrent un peu, qu'ils roulent des épaules, ça veut pas dire qu'ils se sentent bien à l'intérieur, qu'ils se sentent forts. Parce que quand on se sent bien, en fait, on n'a pas besoin d'écraser les autres. Par contre, quand on se sent mal, quand on a peur d'être soi-même écrasé, on va se mettre à écraser les autres. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de profil type dans le harcèlement, mais on va retrouver des jeunes qui ont quand même une certaine vulnérabilité, des jeunes qui peuvent aussi avoir appris ça dans leur environnement familial, c'est-à-dire que dans la famille, c'est un peu le plus fort qui décide. Quand on a toujours appris ça, on le fait vivre aussi en classe. Très rarement, mais ça peut arriver. Heureusement, j'ai peu croisé de profils comme ça. C'est des jeunes qui, par contre, n'ont pas du tout développé d'empathie. Et ça, c'est vraiment les personnes qui vont avoir dans leur vie le plus de mal, avoir énormément de mal à travailler avec ces personnes, puisqu'elles n'ont pas de problème. C'est les autres qui ont un problème. Et elles ressentent absolument pas la souffrance de l'autre. Donc ça, c'est vraiment des jeunes qui vont être durs à traiter et qui vont devenir des adultes hyper compliqués. Le harcèlement scolaire peut commencer dès la maternelle ou la primaire. En quoi pensez-vous que tous ces petits-enfants ont conscience de ce qu'ils font subir aux autres ? Alors je dirais qu'en fait, la maternelle et puis le tout début de la primaire, en fait, les enfants n'ont pas un cerveau qui est mature. Donc ils sont pris dans leurs émotions, ils sont pris dans leurs pulsions. Alors la pulsion, c'est des pulsions par exemple agressives. Ils voient un objet, ils ont envie de l'objet, même si l'autre il l'a dans les mains, c'est pas un problème, on lui arrache, on a envie de la trottinette, on prend la trottinette. Ça pose pas de problème, on voit bien dans les cours si vous observez une cour de récréation en maternelle, il y a des choses, c'est un peu musclé. Ça, c'est normal. C'est que l'enfant, il va devoir apprendre à déjà reconnaître ses émotions et puis reconnaître les émotions de l'autre. Et ça va être le travail des adultes autour de lui, des parents en priorité, des enseignants aussi. Mais c'est vraiment apprendre un peu à domestiquer ses émotions et ses pulsions pour pouvoir vivre en société. Ça, c'est le travail des petits-enfants, d'apprendre à discerner ce qui fait du bien à l'autre et ce qui va lui faire du mal. Donc voilà, c'est tout un travail. Mais du coup, comment leur faire prendre conscience de leur acte ? Ouais, ça va être les interventions des adultes. Ça veut dire qu'un adulte qui va voir un enfant arracher des mains un jouet, il va pouvoir dire à l'enfant, attends, regarde, t'as vu ton copain il est en train de pleurer, c'est peut-être que tu vois là il est pas content, observe-le. C'est vraiment tout un travail d'explication. Peut-être que vous avez eu cette chance-là, mais moi, ce que je vois aussi en maternelle, de plus en plus d'enseignants vont travailler sur les émotions, à reconnaître les émotions. Vous connaissez peut-être maintenant vice-versa pour les plus grands. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'on apprend à reconnaître ses émotions. Et donc, ça va être le travail des adultes autour de l'enfant. Moi, ce que je trouve qui fonctionne bien, c'est pas que la sanction, dire c'est pas bien, faut pas faire comme ça. C'est aussi de valoriser les bons comportements. Donc, en maternelle, maintenant, il y a pas mal, même en primaire, il y a des enseignants qui vont valoriser en fait les bons comportements. Il n'y aura pas le tableau des cancres, mais le tableau des champions.
ton copain, il voulait la trottinette, toi aussi, t'as accepté de lui prêter, et ben tu vas dans le tableau des champions, t'as des bons points. Et comme ça, les jeunes, ils apprennent aussi ce qui est plutôt positif comme comportement, et c'est pas tout le temps dans la sanction et dans ce qui est pas bien. Le harceleur est souvent motivé par la popularité. Comment le retrouve-t-il en faisant du mal aux victimes ? Alors c'est sûr que quand on est adolescent, là ce qui va être le plus important, c'est plus vraiment les parents, c'est vraiment d'être accepté par le groupe. Ça va être le truc le plus important, et souvent aussi c'est d'être accepté par le groupe et aussi en étant en opposition avec les adultes. Donc ceux qui vont s'opposer aux adultes, qui vont avoir des heures de colle, qui peuvent être exclus, qui sont un petit peu les petits caïds, ça en fait ça va être très valorisé par les autres jeunes. Donc ils vont avoir du bénéfice à essayer d'être dans ces places, d'être les plus forts. Et je vais le dire un peu comme ça, je prends un parallèle avec les animaux. Chez les animaux, il y a toujours ceux qui sont les plus forts, qui vont montrer qu'ils sont les plus puissants. Bon, en fait, dans les cours d'école, c'est un peu pareil. Il y a ceux qui se mettent en place de leader, parce que l'idée, c'est si c'est moi le plus fort, il faut que j'écrase les autres pour rester dans cette place de leader. Donc, quand je fais du mal aux autres, c'est des fois, ils s'en rendent pas forcément tellement compte d'à quel point ils peuvent faire du mal, mais ils se rendent surtout compte que s'ils écrasent les autres, ça sera pas eux qui seront écrasés et ça sera eux qui seront en haut de la chaîne alimentaire. C'est vraiment, je dirais, une défense qui paraît une défense de fort, mais qui est en fait une défense de faible, parce que comme je le disais, c'est vraiment quand on se sent vulnérable qu'on a besoin d'aller écraser les autres. Les harceleurs répètent parfois juste le schéma qu'ils voient chez eux. Ça leur paraît normal, donc comment leur faire prendre conscience des conséquences de leur acte sur les victimes dans la mesure où ils sont aussi victimes chez eux ? C'est ça qui va être très compliqué. Ça va pas être que le rôle de l'école ou du collège d'aider ces jeunes-là. On va dire que le collège ou l'école, ça va être un rôle d'alerte. Ils vont observer et puis pouvoir dire, bon là, il y a peut-être des soucis, essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, ça va être orienté aussi sur d'autres personnes qui peuvent être aussi dans les collèges et dans les écoles. Ça va être les assistantes sociales, les psychologues, et qui vont pouvoir parfois réalerter à l'extérieur pour qu'il y ait d'autres structures qui accompagnent ces familles. L'idée, c'est pas de juger, c'est pouvoir les aider pour qu'elles soient plus à l'aise dans leur parentalité, pour les parents, parce que c'est pas facile d'être un parent. Parfois, on a soi-même vécu des choses difficiles, donc on peut essayer de se soigner pour être dans un lien plus agréable avec ses enfants. Mais ça va être vraiment un long travail, c'est un travail qui est pas simple, c'est un travail qui est aussi un travail de, je dirais, politique, de faire attention à la prévention. Déjà, dès que des mamans sont enceintes, de faire attention à des situations qui peuvent être difficiles. Plus on fait de la prévention, plus on aide les parents, plus on aura des jeunes qui sont bien dans leur basket parce que leurs parents sont bien dans leur basket. Les harceleurs sont souvent en souffrance. En quoi faire du mal aux autres peut les apaiser? En fait, quand on n'est pas bien, quand on est en difficulté, on va pouvoir avoir envie de reprendre un peu le contrôle sur les choses. Donc il y a quelque chose, ça s'appelle le renversement passif-actif. Ça veut dire quand on a vécu quelque chose passivement de difficile, pour reprendre un petit peu le contrôle, on va devenir acteur. On va soi-même faire vivre quelque chose de difficile pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour essayer de trouver une solution. Alors évidemment, c'est pas la bonne solution, mais c'est parfois ce qu'utilisent les harceleurs pour plus se retrouver dans des situations difficiles, pour plus souffrir. C'est l'idée, je reprends le contrôle, je reprends la main en devenant moi-même harceleur. Le cyberharcèlement se fait souvent sous identité cachée. Quels bénéfices ont-ils à agir dans l'ombre? Qu'est-ce que ça leur apporte? Quand on est derrière un écran, évidemment qu'on voit pas la réaction de la personne. Donc on peut s'autoriser à faire des choses, on a moins de filtres. Quasiment même on peut ne pas avoir de filtre. Dans la rue, on va pas se mettre, on voit quelqu'un dans la rue, on va pas se mettre à dire ah mais t'as vu comment t'es habillé. La plupart du temps on se contient parce qu'on sait pas forcément comment l'autre va réagir. Par contre sur internet, nos limites, on peut dire tout ce qui nous passe par la tête. On n'a pas besoin de réfléchir, on écrit, c'est instantané, on envoie et après par contre c'est fixé dans le marbre. Une fois que c'est envoyé sur les réseaux, ça reste sur les réseaux. Il n'y a pas de barrière, on n'est pas arrêté. On peut le faire sous pseudo, donc on a une identité cachée, donc on peut se dire qu'on le fait en toute impunité. Il n'y a pas de conséquences. Ça, c'est vraiment très problématique. Les pouvoirs publics, les politiques essayent de légiférer, de faire des lois, mais ça va être essentiel de pouvoir faire en sorte que déjà tous ceux qui sont, voyez, Snapchat, TikTok, tout ça, qui puissent quand même bloquer à partir du moment où il y a des choses qui sont insultantes, dégradantes. Et ça, c'est des choses qui font pas encore tous ces réseaux sociaux. Donc là, il faut vraiment que les lois, elles puissent vous protéger, nous protéger, parce que ça devient un véritable souci de santé mentale. On le voit de plus en plus des jeunes qui sont vraiment très très mal avec tout ça. Il va falloir que les choses, elles soient vraiment prises en compte parce que c'est très grave. Certaines personnes qui ont été victimes de harcèlement deviennent à leur tour harceleuses. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
C'est ce que j'expliquais, hein, c'est vraiment cette idée de quand j'ai vécu quelque chose de difficile, pour comprendre ce qui s'est passé et pour ne plus rester dans ma place de victime, je vais devenir moi-même harceleur. Je vais moi-même devenir le plus fort parce que c'est tellement insupportable de se sentir dégradé, de se sentir tout petit, que petit à petit on peut devenir harceleur et prendre cette place-là. Mais effectivement, ça, c'est toujours le problème, c'est quand on n'a pas résolu, quand on n'a pas été entendu, quand on n'a pas pu être aidé et qu'on reste avec tous ces soucis en tête, on cherche la solution. Voilà, on cherche des solutions. Donc, il y en a qui vont retourner l'agressivité contre eux-mêmes. Comme je disais, ça peut être avec de l'automutilation, des tentatives de suicide, de la dépression. Et il y en a d'autres qui, pour pas garder tout ça en eux, ils vont le projeter sur les autres. Et ça va être par des attaques et par du harcèlement. Pour vous, sanctionner le harceleur n'est pas toujours la solution. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Ce qu'on a observé, et les statistiques le montrent, c'est que la sanction pure, ça sert à rien parce que le harceleur, il va devenir plus intelligent. Il se dit, bon, comment je vais faire pour pas me faire choper la prochaine fois ? Il va trouver d'autres manières. Il va parfois être même plus violent en disant, tu vas voir, si tu dis quelque chose, je te tue ou je te fais la misère. Enfin, voilà. La sanction pure, c'est nécessaire par contre quand même parce qu'il va falloir que le jeune il comprenne que ça c'est interdit, mais il va aussi falloir qu'il soit entendu parce que ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, c'est que quand on est un harceleur, souvent on est vulnérable. Donc il faut comprendre pourquoi le jeune est vulnérable. Comprendre, ça veut pas dire excuser, mais ça va permettre de faire changer les choses pour que la personne harcelée, elle se sente entendue et qu'elle puisse trouver aussi une résolution à ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Si on laisse les choses se faire, la personne, elle va continuer à harceler et elle aura des punitions, mais ça peut la valoriser, comme on se le disait. Ça devient le caïd, moi j'ai des sanctions, regardez comme je suis fort. C'est quelque chose qui même peut la valoriser d'avoir des sanctions et d'avoir l'attention des adultes. Donc c'est vraiment faire attention au harceleur pour l'aider à trouver d'autres solutions. Les psychologues doivent pouvoir être neutres et se maîtriser. Que ressentez-vous quand vous recevez des patients qui ont commis des actes atroces ? Quand on est psychologue, on n'est pas là pour juger. On est là pour accueillir les personnes. En libéral, j'ai peu de personnes qui viennent en ayant commis, comme tu dis, des choses atroces. J'ai des personnes qui ont pu commettre des délits, mais qui peuvent parfois être envoyées par la justice. Mais moi, je travaille qu'avec des personnes qui veulent travailler, c'est-à-dire qui ont une demande. Donc, c'est des personnes qui sont déjà prêtes à se poser des questions, à comprendre et de résoudre pourquoi elles ont fait des grosses bêtises, des choses graves. Et si je les juge, si vous vous sentez jugé, est-ce que vous aurez envie de vous confier ? Je crois pas. Mon travail, c'est de mettre de côté mes jugements. Moi, je suis là pour essayer de comprendre ce qui se passe. À nouveau, comprendre, c'est pas excuser, hein. C'est de mettre du sens, parce que quand on commet des choses, il y a toujours quand même une certaine forme d'explication. Et ça, c'est mon travail, c'est d'aider la personne à ce qu'elle comprenne ce qu'elle a fait pour pas que ça se reproduise. Voilà. Et parfois, quand on commet des délits, des choses graves, on va pouvoir se rendre compte, au détour d'un travail comme une psychothérapie, on va se rendre compte qu'en fait, soi-même, on a été victime, que soi-même, on a vécu des choses graves. Et on travaille du coup à résoudre ces traumatismes pour pas que la personne, elle se remette à faire des choses, agresser d'autres personnes, par exemple, pour trouver des solutions. Vous est-il déjà arrivé de revoir des harceleurs qui regrettent leurs actes ? Ça arrive. C'est des adultes, en travaillant sur leur histoire, qui vont dire « Ouais, mais moi, en fait, quand j'étais au collège ou quand j'étais au lycée, je me suis mis à harceler quelqu'un. » Souvent, ils suivaient, d'ailleurs, pour ne pas être exclus. Parce que vous êtes à un âge où c'est très dur d'être seul et que vous avez envie d'être avec les autres. Donc, quand on a envie d'être avec les autres, on essaie de trouver toutes les techniques pour ne pas être seul. Et parfois, ça veut dire participer au harcèlement. Donc, c'est des personnes qui regrettent, qui se rendent compte que c'est vraiment des choses où elles ont fait du mal. J'ai même des personnes qui ont été victimes de harcèlement, qui retrouvent leur harceleur, souvent c'est leur harceleuse d'ailleurs, et qui parfois peuvent en parler avec elles. Et les personnes qui ont harcelé, parfois ne se sont pas rendues compte à quel point c'était grave ce qu'elles ont fait, qui même parfois peuvent s'en excuser. Ça, c'est la meilleure, on va dire la meilleure des options. Ça permet aux personnes qui ont été la cible de harcèlement de aussi continuer à se reconstruire. Et ça leur débloque un profond mal-être, ça leur rend malade. D'avoir harcelé ? Oui, ça peut amener des idées très négatives sur soi. Parce que quand tu as harcelé, ça t'envoie une mauvaise image de toi. Tu peux penser « je suis une mauvaise personne ». Et donc si tu penses que tu es une mauvaise personne, tu vas avoir une mauvaise estime de toi. Donc ça, on va le travailler, tu vois. Travailler sur la culpabilité d'avoir fait des choses que maintenant on regrette. Et une fois que tu as pu travailler ces traumatismes-là, accepter que, oui, quand on est ado,
parfois on a des comportements qui peuvent faire mal aux autres parce qu'on essaye de s'en sortir dans cette jungle. Et savoir ça et comprendre qu'en fait c'est un processus qui est aussi normal, ça permet à la personne de se dire en fait c'est pas que je suis une mauvaise personne, je suis comme je suis bien comme je suis, et ça permet de reprendre confiance en soi. Merci à Elodie Poncin d'avoir répondu à nos questions sur le harcèlement scolaire. Vous êtes victime ou témoin de harcèlement scolaire? N'hésitez pas à contacter le 3018. Si nos auditeurs ou auditrices souhaitent nous réécouter, cette émission est disponible sur le site internet de Radio Aléo, radioaléo.fr. Cette émission a été réalisée Par les élèves de 4e du collège Croix-Meunier, dans le cadre d'un atelier scolaire. conçue et animée par Sandra Tillier de Radio Aléo.